Grandes archives radiophoniques, Michel Foucault, l'usage de la parole ou les langages de la folie, 3e émission, la persécution. À partir d'un document, un récit de Maupassant dont le personnage est un juge que son imagination déborde et entraîne vers la cruauté, il la mettra en acte sur des enfants. Le philosophe se demande, mais où est la cruauté ? Est-elle du côté du personnage, débordé par son imagination violente sans limite, ou du côté de ceux qui l'excluent ? La folie comme solitude, la folie porte le chapeau, la folie à qui l'on a remis le pouvoir d'inquiétude qui se lie à l'exercice de l'imagination. L'espace vide, entre folie et raison, là où elles se rencontrent et se séparent, là naît la persécution même. RTF, France 3 National, présente l'usage de la parole. Le langage de la folie. 3e série, par Michel Foucault. Aujourd'hui, la persécution. Réalisation Jean Doat. Jean, mon domestique, avait un chardonneret dans une cage suspendue à la fenêtre de l'office. Je l'ai envoyé faire une course, et j'ai pris le petit oiseau dans ma main où je sentais battre son cœur. Il avait chaud. Je suis monté dans ma chambre. De temps en temps, je le serrais plus fort. Son cœur battait plus vite. C'était atroce et délicieux. J'ai failli l'étouffer. Mais je n'aurais pas vu le sang. Alors, j'ai pris des ciseaux, de courts ciseaux à ongles, et je lui ai coupé la gorge en 3 coups, tout doucement. Il ouvrait le bec. Il s'efforçait de m'échapper. Mais je le tenais. Oh, je le tenais. J'aurais tenu un dogue enragé. Et j'ai vu le sang couler. Comme c'est beau, rouge, luisant, clair, du sang. J'avais envie de le boire. J'y ai trempé le bout de ma langue. C'est bon. Mais il en avait si peu, ce pauvre oiseau. Je n'ai pas eu le temps de jouir de cette vue comme j'aurais voulu. Ce doit être superbe de voir saigner un taureau. J'ai lavé les ciseaux, je me suis lavé les mains, j'ai jeté l'eau, et j'ai porté le corps, le cadavre, dans le jardin, pour l'enterrer. Je l'ai enfoui sous un fraisier. On ne le retrouvera jamais. Je mangerai tous les jours une fraise à cette plante. Vraiment. Comment on peut jouir de la vie quand on sait? Jouir de la vie quand on sait. Eh bien, il sait maintenant, ce méticuleux mangeur d'oiseaux. Et ce qu'il ne sait pas, nous le devinons. Nous devinons qu'il va devenir bientôt un étrangleur d'enfants, et qu'il va casser aussi quelques crânes, pour voir perler entre les mèches de cheveux un peu de sang épais et rose, tout plein de cervelle. Dans la vie de tous les jours, dans la vie où la mort n'est pas forcément un plaisir, cet homme, c'est un juge. Le chef, nous dit-on, d'un haut tribunal, magistrat intègre, irréprochable, connu et cité dans toutes les cours de France. Maupassant l'a inventé. En l'inventant, je crois que Maupassant a obéi probablement à une très vieille, à une très profonde loi de l'imagination. Cette loi, c'est que la folie retrouve, par un hasard, par une fatalité,
les formes les plus archaïques, les plus anciennes, les plus sauvages de l'existence humaine. Dans la culture occidentale, le fou se profile assez volontiers, il me semble du moins, porteur d'un immense appétit de mort, d'une voracité rigoureusement bestiale. Le fou recueillerait ainsi dans son cœur démesuré la courbe entière de l'histoire et du temps. Il serait la bête primitive déchaînée dans le matin absolu. Il retrouverait le grand quadrupède qui, pour la première fois, s'est dressé, mais pour étrangler. Et puis, dans notre monde imaginaire, le fou, il est aussi l'homme ultime, le dernier homme. Et c'est celui-là que Maupassant a voulu également présenter. Car son assassin, eh bien, c'est un président de cour, c'est un homme qui est tout juché sur les lois, c'est un homme qui représente la civilisation, c'est un homme qui représente toutes les limites que l'homme s'est imposées à lui-même. Et voilà que cet homme, le premier en quelque sorte dans sa cité, nous indique d'une façon inquiétante, d'une façon impérieuse, où nous allons, à quelle extrémité, à quelle fin, vers quelle abolition de l'humanité nous nous dirigeons tous, gagnant peu à peu, cheminant sourdement vers le grand retour dernier de la bestialité, quand le dernier homme mangera le dernier enfant. Mais si les juges se mettent à découper les oiseaux avec des ciseaux à ongles, si les juges se mettent à fracasser le crâne des petits-enfants, alors c'est peut-être que ce qui représente dans notre civilisation, ce qu'il y a de plus juste et de plus raisonnable, c'est peut-être que la loi, que la limite elle-même, sont tout investies et menacées de l'intérieur par ce grand pouvoir d'inquiétude que la folie, jusqu'à présent, détenait et était seule à détenir. Peut-être qu'après tout, la cruauté, elle n'est pas seulement du côté des fous, mais du côté du gardien. Non pas simplement du côté de ceux qui sont exclus, mais du côté même de ceux qui excluent. Où est-elle, la cruauté absolue? Où est-elle, la grande cruauté sauvage? Le problème dont je voudrais parler ce soir, il n'est pas là, je crois. Je voudrais simplement dire, pour commencer, que dans notre imagination fondamentale, c'est-à-dire dans notre culture, la surface d'affrontement entre raison et folie, ce qu'il y a de commun et à la raison et à la folie, est probablement tout sillonné, tout marbré par la peur. La folie, bien sûr, est chargée d'un formidable potentiel d'inquiétude. Elle est perçue comme profondément sauvage et meurtrière, mais la raison qui s'en défend, la raison qui nous en défend, elle n'est pas moins redoutée et redoutable. C'est une figure au glaive, un ange sans pitié, qui frappe l'innocence molle et offerte de la folie. Écoutez ce combat de la folle méchanceté et des oiseaux acérés de la raison. Violette allait répondre, lorsqu'une espèce de mugissement se fit entendre dans l'air. On vit descendre lentement un char de peau de crocodile, attelé de 50 énormes crapauds. Tous ces crapauds soufflaient, sifflaient, et auraient lancé leur venin infect si la fée Drôlette ne le leur eût défendu. Quand le char fut à terre, il en sortit une grosse et lourde créature. C'était la fée rageuse. Ses gros yeux semblaient sortir de sa tête. Son large nez épaté couvrait ses joues ridées et flétries. Sa bouche allait d'une oreille à l'autre. Quand elle l'ouvrait, on voyait une langue noire et pointue qui léchait sans cesse de vilaines dents écornées et couverte d'un enduit de bave verdâtre. Sa taille, haute de 3 pieds à peine, était épaisse. Sa graisse flasque et jaune avait principalement envahi son gros ventre tendu comme un tambour. Sa peau grisâtre était gluante et froide comme celle d'une limace. Ses rares cheveux rouges tombaient de tous côtés en mèches inégales, le long d'un cou plissé et goitreux. Ses mains larges et plates semblaient être des nageoires de requin. Sa robe était en peau de limace et son manteau en peau de crapaud. Elle s'avança lentement vers Ourson, que nous appelons désormais de son vrai nom le prince merveilleux. Elle s'arrêta en face de lui, jeta un coup d'œil furieux sur la fée Drôlette, un coup d'œil de triomphe moqueur sur Violette, croisa ses gros bras gluants sur son ventre énorme, et dit d'une voix aigre et enrouée: « Ma sœur l'a emporté sur moi, prince merveilleux. Il me reste pourtant une consolation. Tu ne seras pas heureux parce que tu as retrouvé ta beauté première aux dépens du bonheur de cette petite sotte qui est affreuse, ridicule, et dont tu ne voudras plus approcher. Oui, oui, pleure, ma belle Oursine. Tu pleureras longtemps,
Et tu regretteras amèrement, si tu ne le regrettes déjà, d'avoir donné au prince merveilleux ta belle peau blanche. Jamais, madame. Jamais. Mon seul regret est de n'avoir pas su plus tôt ce que je pouvais faire pour lui témoigner ma reconnaissance. La fée Drôlette, dont le visage avait pris une expression de sévérité et d'irritation inaccoutumée, brandit sa baguette et dit « Silence, ma sœur. Vous n'aurez pas longtemps à triompher du malheur de Violette. J'y porterai remède. Son dévouement mérite récompense. Je vous défends de lui venir en aide sous peine de ma colère. Je ne redoute pas votre colère, ma sœur, et je dédaigne de vous en punir. M'en punir? Tu oses me menacer? Et, sifflant bruyamment, elle fit approcher son équipage, remonta dans son char, s'enleva et voulut fondre sur Drôlette pour l'asphyxier par le venin de ses crapauds. Mais Drôlette connaissait les perfidies de sa sœur. Ses alouettes fidèles tenaient le char à sa portée. Elle sauta dedans. Les alouettes s'enlevèrent, planèrent au-dessus des crapauds et s'abaissèrent rapidement sur eux. Ceux-ci, malgré leur pesanteur, esquivèrent le coup en se jetant de côté. Ils purent même lancer leur venin sur les alouettes les plus rapprochées, qui moururent immédiatement. La fée les détela avec la rapidité de la foudre, s'éleva encore et vint retomber si adroitement sur les crapauds que les alouettes leur crevèrent les yeux avec leurs griffes avant que Rageuse eût le temps de secourir son armée. Les cris des crapauds, les sifflements des alouettes faisaient un bruit à rendre sourd. Aussi la fée Drôlette eut-elle l'attention de crier à ses amis qui regardaient le combat avec terreur « Éloignez-vous et bouchez-vous les oreilles !» ce qu'ils firent immédiatement. Rageuse tenta un dernier effort. Elle dirigea ses crapauds aveugles vers les alouettes afin de les prendre en face et de leur lancer du venin. Mais Drôlette s'élevait toujours. Rageuse restait toujours au-dessous. Enfin, ne pouvant plus contenir sa colère, elle s'écria « Tu es soutenue par la reine des fées, une vieille drôlesse que je voudrais voir au fond des enfers. » À peine eut-elle prononcé ces paroles que son char retomba pesamment à terre. Les crapauds crevèrent, le char disparut. Rageuse resta seule, sous la forme d'un gros crapaud. Elle voulut parler, elle ne put que mugir et souffler. Avez-vous reconnu l'auteur des Petites filles modèles? La comtesse de Ségur, plus que personne en effet, est demeurée fidèle aux formes les plus sauvages de notre imagination. C'est pourquoi, je suppose, elle plaît aux enfants, à tous les enfants. Mais la question que j'aimerais poser, ce n'est pas tellement de savoir d'où vient la sauvagerie, ni qui est cruelle, de la folie ou de la raison. Je voudrais laisser indivis, aux limites de notre culture, ce domaine de la persécution, qui est peut-être le lieu du rapport le plus constant, le plus obstiné entre folie et raison. On dit volontiers, c'est en tout cas ce que racontent tous les historiens de la médecine et de la psychiatrie, on dit volontiers que les fous ont été traités, et avec la plus extrême cruauté, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais qu'ils ont été libérés, enfin, par quelques philanthropes et médecins éclairés comme Pinel et Tuke. On raconte qu'au seuil de l'époque moderne, à l'époque précisément de la Révolution, les vieilles hantises du fou bestial ont été dissipées. On raconte que, au début du XIXe siècle, on a vu apparaître à la place du fou persécuté un malade humainement soigné, humainement traité dans un milieu humain par des médecins humains. Eh bien voici, pour l'édification des belles âmes, la liste de quelques-unes des méthodes qui étaient utilisées il y a 100 ans à peine, à l'époque du Second Empire, à l'époque, si vous voulez, de Pasteur, dans un asile parisien. Et je vais laisser la parole au docteur Leray, médecin-chef de cet asile, qui a été le fondateur, qui a été le propagateur, qui a été le grand théoricien de ce qu'on ne craignait pas d'appeler à cette époque-là le traitement moral de la folie. Voici donc ce traitement moral de la folie. Si vous n'envisagez que le but à atteindre, la guérison du malade, excitez sa colère, donnez-lui des sujets réels de se plaindre de quelqu'un, et même de vous, car une passion bien sentie, bien motivée, est souvent le meilleur auxiliaire que vous puissiez appeler à votre aide. Pour exciter la douleur, on peut utiliser les brûlures, l'électricité, le vertige provoqué par un fauteuil pivotant autour d'un axe, les sacs de toile cirée où l'on enferme les malades, la tête comprise pour qu'ils ne soient pas agités par la lumière du jour.
Aux effets physiques de ces moyens s'ajoute celui toujours favorable de l'humiliation. Mais je fais le plus souvent usage de la douche et des affusions froides. Pour les affusions, je fais coucher le malade sur un plancher. J'ordonne qu'on lui jette plusieurs seaux d'eau froide sur le corps. Pour donner la douche, le malade est assis et lié dans une baignoire remplie d'eau froide. On ouvre un robinet ayant au plus 2,5 cm de diamètre et placé à 2 mètres au-dessus de sa tête. La plupart des aliénés soumis à la douche se plaignent et crient beaucoup. Pour qu'on ne la leur continue pas, ils font les concessions et les promesses qu'on leur demande. Je leur fais reconnaître à haute voix et à diverses reprises que toutes leurs idées sont folles et dignes d'un habitant de Bicêtre. Si j'ai atteint mon but, je permets au malade de se retirer, sinon je recommence la douche plusieurs fois de suite. Eh bien, vous me direz bien sûr que les médecins étaient bien cruels. Moi, je vous dirais plutôt que non. Je vous dirais que la cruauté, il me semble qu'elle était inscrite dans la loi du partage et du contact entre folie et raison. Partage et contact tels qu'ils ont été établis dans notre culture. Ce qui existe, d'abord, ce qui existe premièrement, ce ne sont pas les fous d'une part et puis les non-fous. Ce qui existe, je crois, d'abord, c'est leur différence. Ce ne sont pas, si vous voulez, les persécuteurs et les persécutés. C'est cet espace vide où ils se séparent et où, par conséquent, ils viennent à se heurter, à se rencontrer. Ce qui existe, d'abord, c'est la persécution. Et ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est la persécution comme une grande forme impérieuse qui s'imposerait avec la même rigueur et les mêmes exigences à la raison et à la folie. Et ne me demandez pas surtout si Rousseau ou Strindberg étaient saints ou non. Si Rousseau et Strindberg étaient malades ou non. Quand ils prêtaient leur langage à ces voix sans nombre, à ces voix fatales de la persécution. Ceci n'importe pas à mon propos. Je voudrais savoir seulement comment elle est faite, cette persécution indivisible qui enjambe les bords de notre raison et qui lie les uns aux autres, qui rive les uns aux autres les fous et ceux qui ne le sont pas. S'il entre en quelque lieu public, il y est regardé et traité comme un pestiféré. Tout le monde l'entoure et le fixe, mais en s'écartant de lui et sans lui parler, seulement pour lui servir de barrière. Et s'il ose parler lui-même et qu'on daigne lui répondre, c'est toujours par un mensonge ou en éludant ses questions d'un ton si rude et si méprisant qu'il perd l'envie d'en faire. Au parterre, on a grand soin de le recommander à ceux qui l'entourent et de placer toujours à ses côtés un garde ou un sergent qui parle fort clairement sans rien lui dire. On l'a montré, signalé, recommandé partout, aux facteurs, aux commis, aux gardes, aux mouches, aux savoyards, dans tous les spectacles, dans tous les cafés, aux barbiers, aux marchands, aux colporteurs, aux libraires. S'il cherchait un livre, un almanach, un roman, il n'y en aurait plus dans tout Paris. À son arrivée, il cherchait 12 chansonnettes qu'il y fit graver il y a une 20aine d'années auparavant et qui étaient de lui comme le devin du village. Mais le recueil, les airs, les planches, tout disparut sans qu'il ait pu recouvrer jamais un seul exemplaire. On est parvenu, à force de petites attentions, à le tenir dans cette ville immense, toujours sous les yeux de la populace, qui le voit avec horreur. Veut-il passer l'eau vis-à-vis les 4 nations ? On ne passera point pour lui, même en payant la voiture entière. Veut-il se faire décrotter ? Les décrotteurs, surtout ceux du Temple et du Palais Royal, refuseront avec mépris leur service. Vous voyez comment Rousseau décrit ce monde de la persécution qui l'entoure. La persécution, elle a cette propriété première de faire le vide. Tout le monde s'écarte, prend ses distances, l'espace se creuse, c'est un fossé d'abord, bientôt un abîme, et autour du persécuté, cet espace blanc vaut prison. La victime, elle est prise et enserrée dans ce globe invisible qui fait penser à ces globes de cristal où sont enfermés et où s'agitent en vain les personnages de Jérôme Bosch. Si insistant est ce vide, si pesantes les limites qu'il impose, si proches aussi ces infranchissables parois, qu'au fond, ce vide n'est pas un vide. Il est plein comme un œuf, il est tout chargé de présences feutrées, mais qui ne cessent de se rapprocher à pas silencieux, de présences qui pèsent contre les murs, les font basculer d'un coup d'épaule, ou les traversent de pouvoirs mystérieux, d'influences qu'on ne peut pas maîtriser. L'encerclement par le vide, paradoxalement, il devient un siège et assaut, lancé par une armée omniprésente contre la fragile forteresse de la solitude. Écoutez Strindberg enfermé
un été de l'année 1894, dans l'hôtel Orfila. Au commencement de juillet, les étudiants partis en vacances laissèrent l'hôtel vide. C'est pourquoi l'arrivée d'un étranger dans la chambre voisine de ma table de travail excite ma curiosité. L'inconnu ne parle jamais. Il semble occupé à écrire derrière la cloison qui nous sépare. Bizarre tout de même qu'il recule sa chaise toutes les fois que je pousse la mienne, comme s'il voulait m'agacer par son imitation. Cela continue 3 jours. Le 4e, je remarque que quand je vais me coucher, l'autre se couche dans la chambre qui est auprès de ma table. Mais, une fois au lit, je l'entends qui va se coucher dans l'autre chambre et occuper le lit voisin du mien. Je l'écoute, étendu parallèlement à moi. Il feuillette un livre, puis éteint la lampe, respire, se retourne et s'endort. Un silence parfait règne dans la chambre auprès de la table. Donc, il habite les 2 chambres. C'est désagréable d'être assiégé des 2 côtés. Ce soir, une lourdeur inusitée pèse sur mon esprit. Il semble que les effluves magnétiques me viennent de la cloison. Le sommeil accable mes membres. En rassemblant mes forces, je me lève pour sortir. Alors, en passant par le corridor, j'entends des voix qui chuchotent dans la chambre voisine de ma table. Pourquoi chuchotent-ils? Dans le but de se tenir caché de moi. Je me mets au lit sans oser m'endormir. C'est la nuit et la lampe est allumée. Sur le mur en face de ma fenêtre, je vois se dessiner l'ombre d'une forme humaine. Homme ou femme, je ne saurais le dire. Mais l'impression qui m'en est restée est que c'était une femme. 3 heures durant, je demeure éveillé. Alors une sensation alarmante glisse à travers mon corps. Je suis la victime d'un courant électrique qui passe entre les 2 chambres voisines. La tension va croissant, et malgré la résistance, je quitte le lit, obsédé par cette idée. On me tue. Je ne veux pas être tué. Je sors chercher le garçon dans sa loge au bout du corridor. Mais hélas, il n'y est pas. Donc, éloigné, écarté, complice tacite, vendu. Je descends l'escalier et franchis le corridor pour éveiller le patron de l'hôtel. Avec une présence d'esprit dont je ne me croyais pas capable, je prétexte une indisposition et demande une autre chambre pour la nuit. Par un hasard organisé par la colère de la Providence, la seule chambre disponible est située au-dessous de celle de mon ennemi. Et au moment de tirer les rideaux de l'alcôve, j'entends au-dessus de moi mon ennemi qui descend du lit et laisse tomber un objet lourd dans une malle dont il ferme à clé la serrure. Le monde de la persécution a aussi une curieuse propriété. C'est le monde à la fois du hasard exalté et du hasard aboli. Tout dans ce monde est coïncidence. Les rencontres les plus fabuleuses y sont possibles. Ces carrefours du temps et des choses, où les probabilités les plus raisonnables ménagent d'ordinaire une circulation sans heurts, eh bien dans la persécution, ils deviennent le lieu de choc constant. Rousseau, par exemple, écrit un projet de constitution pour la Corse. Vous savez ce qui se passe? Choiseul envahit la Corse. Un jour, comme les autres, Rousseau est à sa fenêtre. C'est le soir, et il y a fête, comme souvent. On danse, on défile, on se déguise, on promène des masques de carton, comme cela se fait parfois. On promène aussi un grand pantin, comme cela arrive quelquefois. Ce mannequin, on le brûle, comme cela se produit dans des occasions rares et solennelles, il faut bien dire. Mais de quels oripeaux l'a-t-on revêtu? Et à qui ressemble-t-il? Il est l'image d'un seul, et de celui qui est là, précisément, collé contre sa fenêtre, contemplant le supplice, son supplice. Hasard prodigieux, qui est bien entendu le contraire du hasard. Vous me direz que cette persécution, elle est tout entière dans la tête de Rousseau, et qu'aucun plan n'a réellement été imaginé, aucun plan réellement organisé. En fait, c'est oui et c'est non. C'est de la persécution imaginaire. Mais Rousseau, depuis longtemps, guettait, attendait l'événement, et l'événement est venu, qui a rempli, là, brusquement, sa longue, sa prodigieuse, sa silencieuse attente. Mais je crois que ce qui a précédé, à la fois le délire de Rousseau
et l'événement qui est venu le combler, c'est une forme. Une forme qui était là, installée, forme de la persécution en général, où rien n'a été laissé à l'improvisation ni à la chance. Tout est calculé, et tant de fils, tant de croisements, tant de coïncidences dans le temps et l'espace ramènent infailliblement à l'unique, à la diligente araignée. Regardez comment Strindberg a retrouvé sa femme. Il se passe à l'hôtel des choses qui m'inquiètent. Le lendemain de mon arrivée, sur les panneaux du vestibule où sont accrochées les clés des chambres, je trouve une lettre à l'adresse d'un monsieur X, étudiant, portant le même nom de famille que ma femme. Elle est timbrée de Dornach, nom du village autrichien où demeurent ma femme et mon enfant. Mais comme je suis certain qu'il n'y a pas de bureau de poste à Dornach, l'affaire reste énigmatique. Un moment, la tentation me saisit de résoudre l'énigme en jetant un coup d'œil sur la carte. Mais mon ange gardien paralysa ma main à la seconde précise où le jeune homme, quittant sa cachette derrière la porte, apparut. Je le dévisage. Il ressemble à ma femme. Silencieux, nous nous saluons, et chacun va son chemin. Dans sa méticulosité savante, la persécution, vous le voyez, est une. Un seul ennemi, toujours le même. Une seule main sous tous ses gestes différents. Un seul regard à travers tous ces visages indifférents et différents. Ces visages qui sont quoi, après tout? Rien d'autre que des masques de carton, des masques conventionnels, derrière lesquels se cache un seul visage, un seul cerveau, une seule volonté méchante. L'ennemi habite partout, il hante la pensée de tous, il est le cœur vénéneux de tous. Il les prive de leur volonté, de leur initiative, il prive tous les autres de leur corps, de leurs muscles. Ils sont, ces autres, tout dépossédés d'eux-mêmes, autant victimes, après tout, que la victime elle-même, ou plutôt instrument aveugle et sourd d'une persécution dont la victime essentielle, serait, elle, l'objet lucide et hurlant. Et le persécuteur devient, à lui tout seul, le miracle d'un homme qui est tous, d'un homme qui est tous les autres, du singulier qui est l'universel. Et Rousseau sait bien la retrouver, cette grande figure paradoxale, cet autre majeur, qui a dévoré tous les autres, et qui est à l'origine du temps, comme une bête monstrueuse. Cet universel organisateur qui est le grand encyclopédiste de la méchanceté. Diderot, bien sûr. Un petit nombre de gens adroits, puissants, intrigants, concertés de longue main, abusant les uns par de fausses apparences et animant les autres par des passions auxquelles ils n'ont déjà que trop de pente, fait tout concourir contre un innocent qu'on a pris soin de charger de crime en lui ôtant tout moyen de s'en laver. L'art de toute la trame a été de ne pas la dévoiler également à tous les yeux. Ils ont gardé le principal entre un petit nombre de conjurés. Ils n'ont laissé voir au reste des hommes que ce qu'il fallait pour les y faire concourir. Il n'y a peut-être pas 10 personnes qui sachent à quoi tient le fond de la trame. Et de ces 10, il n'y en a peut-être pas 3 qui connaissent assez leurs victimes pour être sûrs qu'ils noircissent un innocent. Leur secret du premier complot est concerté dans un homme qui n'ira pas le révéler. On voit que la persécution est douée d'un merveilleux pouvoir. Celui, me semble-t-il, d'unir deux des plus vieilles figures de la fascination. La persécution, en effet, et les textes qui ont été lus ce soir le prouvent, je crois, la persécution ressemble en effet à un labyrinthe, ou plutôt, elle est la figure même du labyrinthe, c'est-à-dire qu'elle est le réseau inextricable dans lequel on se perd, parce que son piège consiste, comme dans les labyrinthes, en ceci, qu'on est toujours ramené fatalement, et malgré soi, au point de départ, que tout le long chemin parcouru reconduit ironiquement à ce qu'au fond, on n'a jamais quitté, à ce à quoi on a cru échapper, mais qui est toujours là, qui vous guette, et au moment où on pensait arriver de l'autre côté, sortir, faire surface sur la plage blanche de la lumière, voilà qu'on est ramené précisément au cœur du labyrinthe. Et puis, l'autre figure que l'on trouve au filigrane, en quelque sorte, de la persécution, c'est, je crois, la métamorphose. La métamorphose, c'est au fond la figure inverse du labyrinthe. Dans la métamorphose, l'identité, demeurant immobile et sur place, devient imperceptiblement autre qu'elle-même.
La métamorphose unit dans un temps sans mesure, dans un espace sans distance, les formes les plus étrangères les unes aux autres. Et la persécution, en unissant la figure de la métamorphose à celle du labyrinthe, retrouve, je crois, une des très vieilles fables occidentales. La fable, tout simplement, du labyrinthe et du Minotaure. Qu'y a-t-il en effet au fond du château de Dédale, sinon la forme de l'homme taureau, cette forme mixte qui est forme de la métamorphose? Quel est le secret du labyrinthe, sinon cette métamorphose dévorante, de la conjonction monstrueuse de l'être humain et de la bête? Ces deux figures sont nées, ouvrant l'espace et le temps d'une persécution à laquelle seule Ariane, avec son fil, a pu mettre fin. Sans doute, cet espace qui recèle la différence et l'identité de l'homme avec la bête est-il aussi l'espace où folie et raison s'enveloppent l'une l'autre. C'est là, peut-être, qu'elles éprouvent leur différence, mais qu'elles s'empoignent aussi bien dans une monstrueuse unité, celle d'une persécution indéfiniment réversible. Écoutez, par exemple, cette page de journal, écrite par une schizophrène. C'était une malade qui a été soignée par Ludwig Binswanger. Elle entrait pour la première fois dans un hôpital psychiatrique. Dès le premier coup d'œil, je remarque toute une foule d'hommes qui semblent m'attendre dans le vestibule du bâtiment et qui me considèrent avec un sourire sarcastique. Beaucoup de dames font aussi un visage très comique. Je sens immédiatement une atmosphère contraire, haïssable, de la part de tous ces gens, et je tremble de tout mon corps. Le médecin prend la lettre d'introduction et nous conduit, ma sœur et moi, dans la chambre qui m'est destinée. Je remarque alors qu'il me parle avec ironie, et après lui avoir fait part de mes pensées, combien je regrettais d'avoir abandonné ma maison au lieu d'assister fidèlement mon mari si malade. Il me répond, même un meurtrier doit aller à l'hôpital quand il est malade. Mais en disant ceci, il fit une faute comme par mégarde, et au lieu du mot hôpital, il prononça lazarette, ce qui chez nous à X est un hôpital destiné aux malades dermatologiques et tout spécialement aux syphilitiques. En disant cela, il considérait de façon tellement bizarre le mur contre lequel s'appuyait mon lit. Il s'appuyait à la table, comme s'il voulait ainsi établir le contact avec un courant souterrain. Les deux médecins et l'intendante viennent à moi, mais chaque fois avec un visage si moqueur que je me sens très fâchée. J'entends distinctement qu'on fixe un appareil au mur près duquel je suis couchée. La même chose plus tard quand j'entre dans la baignoire. C'est pour que l'on me photographie toute nue. On dirait un appareil à rayon X. Le même appareil est installé au-dessus de moi, au plafond. Et j'ai parfaitement l'impression que l'on écoute chaque mot que je dis à ma sœur, que l'on nous épie, que l'on nous photographie. Je racontais à ma sœur quelques événements frivoles qu'elle ne connaissait pas, presque le premier jour. Lorsque quelques jours plus tard je sortis et m'assis, je remarquai au-dessus de ma fenêtre la tête d'un gendarme, et j'entendis très distinctement le froissement du papier comme si toutes mes paroles étaient sténographiées. Je le dis à ma sœur, mais elle en rit. Je hurle, je veux rentrer à la maison. Mais le médecin dit ironiquement, c'est trop tard, vous ne reviendrez plus chez vous. Dans le parc, il y a une sentinelle qui veille devant un pavillon, comme on le voit devant les prisons. De la fenêtre, on lâche deux énormes corbeaux apprivoisés en signe de malheur. À table, je vois que de la salive a été mélangée au lait, au miel, etc. Je vois aussi de la salive dans la baignoire, de l'eau de vaisselle devant ma fenêtre. Je flaire dans les aliments une odeur étrange, comme un narcotique. Et l'après-midi, déjà, je tombe de sommeil et suis obligée de m'étendre. Mes rêves sont tellement fantastiques, je vois des mains brûlées, des prisons. Malgré mon sommeil, j'arrive à détecter un courant électrique. Cela m'arrive aussi pendant les enveloppements, de sorte qu'au lieu d'en être réchauffé, mes membres deviennent complètement raides, comme gelés. Je dis au médecin, qu'est-ce que ça signifie? Veut-on me rendre paralytique? Il ne répond rien. Il sourit d'une manière sardonique. Les portes de la chambre vis-à-vis s'ouvraient et se fermaient dans un bruit bien étrange, sifflet de la police. Toutes les portes étaient en mouvement, et j'avais l'impression comme si chacune de mes pensées était notée immédiatement. Ainsi, Suzanne Urban, la malade de Binswanger, est entrée et s'est perdue dans son labyrinthe. Mais, à vrai dire, où est-il exactement, ce labyrinthe? En quel cerveau? En quel château? Est-ce l'hôpital? Et toute cette raison aménagée pour la folie? Mais ne peut-on pas dire aussi bien
que ce labyrinthe pour nous, c'est cette pensée folle qui s'y égare et qui nous égare. Labyrinthe de la raison qui enclôt la métamorphose monstrueuse de la folie et qui fait de notre raison un labyrinthe où nous-mêmes sommes pris et métamorphosés peut-être. Ariane, tu es mon labyrinthe.